Alors, on va passer à la table ronde engagement et influence dans les écosystèmes professionnels. Donc, c'est une communauté B2B qui forcément a une audience spécifique avec des personnes qui ont un peu moins de temps. Comment on fait pour créer du lien à travers cette audience derrière, sur quelle plateforme? Et donc, je vais vous accueillir les speakers un par un. Alors, premièrement, elle est la CEO de TechRox, une communauté qui rassemble les CTO et tech leaders en France. Elle, depuis 6 ans, elle crée des espaces pour que les personnes grandissent et partagent et avancent ensemble, notamment à travers des éléments et du contenu. J'ai l'honneur d'accueillir Noémie Cogé. Alors, c'est un grand fan de forums, notamment de Vovo, pour ceux qui connaissent l'acronyme. Il est tombé par hasard sur la gestion de la communauté en travaillant sur Open Classroom, aussi appelé le site du zéro, et a décidé de se spécialiser dans l'influence B2B à l'aide de communautés ouvertes. Bienvenue Quentin Berthommier. Et enfin, depuis plus de 15 ans, Céline évolue au cœur du secteur retail avec une expertise approfondie dans le marketing digital. Elle est très active sur Instagram. Elle a écrit notamment un guide Instagram B2B. Elle est à la fois consultante et formatrice en stratégie digitale et elle occupe le poste de secrétaire général de la Confédération des arts de la table. Bienvenue, Céline. Donc, merci d'être là. On va commencer par parler des spécificités du B2B. Et d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une communauté B2B réussie en 2025? Noémie, si tu veux commencer. Allez, je commence. Ça marche? Vous m'entendez bien? Ouais, super. Alors, pour moi, une communauté B2B. Alors, juste pour vous rappeler déjà ce qu'on fait chez TechRox. Donc, nous, on est une communauté de CTO. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le terme CTO. À main levée, qui est-ce qui ne connaît pas les CTO? Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec le terme. Donc, ça veut dire Chief Technical Officer. Et en gros, ce sont des managers d'équipes de développeurs, si je résume, si je simplifie un petit peu. Et donc, nous, on a 4000 personnes qui interagissent sur un Slack. Donc voilà notre communauté. Et pour moi, une communauté B2B réussie est une communauté tout simplement qui crée de la valeur, qui apporte de la valeur à ses membres. Nous, on n'est pas dans une recherche d'une croissance extrême. On a 4000 personnes, on est très contents. Mais notre but premier, c'est d'apporter de la valeur à nos membres et à ces 4000 membres. Pour toi, Quentin. Alors j'ai un problème, c'est que tu as dit exactement ce que je voulais dire. Ah. Voilà, bon, au moins on est tous alignés là-dessus. Donc oui, je pense que ça c'est exactement ce qui fait une communauté réussie. Mais il y a aussi le but, la question par exemple chez Conto, c'est comment cette communauté va aussi apporter de la valeur pour le business. En fait, comment notre communauté, en fait, ça reste pas une side initiative, en gros, et comment on peut faire en sorte que toutes nos actions communautaires se transforment en fait en enjeu business. Donc, je pense qu'il y a les deux pans dans la création de valeur. Elle n'est pas que pour l'utilisateur final, mais aussi pour l'entreprise. Et toi, Céline, quelle est ta vision sur ta communauté en B2B? Eh bien, écoute, on va enfoncer des portes ouvertes, hein, c'est à peu près les mêmes choses, sans surprise, on va dire, pour tout le monde, mais aussi une valeur d'appartenance aussi, tu vois, ce sentiment d'appartenance communautaire, d'être dans ce groupe et de partager les mêmes valeurs. Donc, je rejoins Quentin et… Alors, Quentin, j'ai vu sur le site de Conto que tu animais une communauté FinPal. Dis-moi un peu comment cela fonctionne. Oui, alors déjà, pour commencer, je vais présenter FinPal rapidement. Donc, en fait, il y a quelques années, on s'est dit qu'on allait créer en fait, une communauté B2B ouverte sur la finance d'entreprise. Le mot important là-dedans, c'est le mot ouvert, dans le sens où, au lieu de partir sur des communautés privées, on s'est dit on va faire un forum en 2023 qui fait des forums, je ne sais pas, à l'époque. et du coup, on a pris ce pari parce que l'idée de fond, c'était que la valeur qui est créée, les articles, les gens qui postent, en fait, ça va créer une base de connaissances. Et le but, en fait, c'est d'obtenir un maillage SEO de tous les termes financiers auxquels on pourrait penser, qui redirigerait un peu vers ce forum, un peu comme Stack Overflow. Je ne sais pas s'il y a des geeks dans la salle, mais en gros, on peut devenir un Stack Overflow de la finance d'entreprise. Donc, à partir de là, moi, je ne suis pas du tout dans la finance. Et du coup, ce n'est pas moi qui anime le forum, pour être clair. On a pris
D'ailleurs, je dis bonjour à Lucien, qui était mon manager à cette époque, à qui je dois beaucoup. On a pris la décision, en fait, très rapidement, de prendre en freelance des experts métiers. Donc aujourd'hui, par exemple, sur notre initiative FinPal, c'est un directeur financier qui fait ça pour son plaisir, qu'on rémunère bien évidemment, mais qui fait ça, on va dire, en tant qu'extra pour venir animer la communauté, parce que c'est quelqu'un qui va avoir les mêmes problématiques que les gens avec qui il parle. L'autre problème qu'on a eu, c'est qu'en tant que communauté ouverte, quand on parle à des DAF et des gens dans la finance, tout le monde n'a pas envie de parler de ses problèmes financiers sur un forum. Donc en fait, on a vraiment axé l'animation, non pas sur du contenu, en fait, sur le classique questions-réponses, mais plus en fait sur des articles de fond et sur des problématiques de fond. Comme ça, en fait, le but, c'est que les experts puissent eux-mêmes apporter de l'expertise et se valoriser en fait dans cette communauté, plutôt que vouloir chercher du débat. Surtout dans le B2B, je pense que c'est très compliqué le débat. C'est des choses qui sont assez... Oui. Alors, quand on parle de communauté, forcément, il y a des formats qui vont rassembler. Noémie, tu organises des événements, tu as un podcast. Dis-moi, quels sont les formats qui fonctionnent à l'heure actuelle? Très bien. Je vais vous livrer les secrets de TechRox. Quels sont les formats qui fonctionnent en 2025? Nous, on a testé, je pense, à peu près tous les formats. On a Greg Lotelier qui est juste là, qui les a testés avec nous. On a fait des meet-up, donc des réunions avec 2-3 personnes, et puis on intervient sur une thématique, et après on fait du networking, on fait des déjeuners, on fait des dîners, on fait des after-work avec une centaine de personnes, où là, bon, on ne parle pas, juste on va boire des verres et on se retrouve. On a testé un peu tout. On a fait aussi un format, et je vais arriver à ce format-là parce que c'est celui pour moi qui est un des plus qualitatifs aujourd'hui. C'est le format de la Tech Immersion. Donc en fait, on a testé un format où, je ne sais pas si vous connaissez le format Learning Expedition, où en gros, on va dans plusieurs boîtes sur un temps donné. On avait essayé en 2019, on avait été chez Doctolib, chez Le Monde, chez Le Bon Coin, et on avait ramené justement une vingtaine de CTO, et on faisait des visites dans ces boîtes, et les visites étaient menées par les CTO de ces sociétés. Et en fait, ça a été hyper apprécié. Et là, on s'est dit, bon, bah ok, super, post-Covid, on va refaire ça. Sauf que poser 2 jours pour un CTO, c'est pas hyper évident. Ce sont des gens qui n'ont pas le temps. Voilà, on n'est pas forcément leur priorité sur leur agenda, et c'est normal. Et du coup, on s'est dit, très bien, bah, on va faire le même modèle, sauf qu'on va le réduire et on va faire ça le matin. Et donc, on fait de 8h30 à 10h30, on va dans une société. Typiquement, on a été chez Le Monde. Et en gros, on a été voir la salle de rédac. Donc, on fait une visite des locaux. Et après, on fait vraiment un point sur comment ça se passe sur l'organisation, et avec un contenu porté par le CTO, avec un contenu un peu exclusif, justement, pour les gens qui font l'effort de se déplacer. Et franchement, moi, c'est un format que j'adore parce que les interactions sont hyper sympas. Et en plus, on a une valeur qui est forte, qui est la valeur du no bullshit. Donc, en gros, on dit les choses, on est hyper concret. Et en fait, il se passe des choses assez incroyables dans ces moments-là. Donc voilà. Donc, pour moi, le meilleur format aujourd'hui qu'on propose est le format Tech Immersion. Céline, tu fais aussi pas mal de carousels. Tu as notamment organisé un événement. Donc, quels sont pour toi les formats qui fonctionnent? Eh ben, je rejoins complètement Noémie parce que alors même si on l'évoquait tout à l'heure, on disait qu'on était un peu en saturation d'événements, mais finalement, on en a quand même besoin. On l'a constaté hier parce qu'on était à un événement toutes les deux. Le fait de se retrouver, même si les contenus en eux-mêmes, que ça soit pour les événements et qu'on peut recycler après les événements ou même l'événement en lui-même, quand on se retrouve, moi je le vois pour la filière art de la table, tu vois, de la Confédération, on organise tous les ans un colloque et on le voit, ces entreprises ont du mal déjà à se déplacer et malgré tout, ils ont quand même besoin de cet événement pour se rencontrer entre professionnels. Et tu as cité ça très très bien sur les Learning Expedition. Je cite une autre boîte qui avait organisé sur un gros sommet de l'élevage tout un événement où ils avaient emporté toutes les entreprises là-bas. J'ai trouvé que c'était une super idée et c'est quelque chose que moi j'envisage par exemple pour la filière, aller visiter d'autres entreprises puisqu'on le voit et on nous le demande dans les entreprises, on aimerait aller voir, pas forcément des concurrents, mais voir ce que font d'autres parce que beaucoup d'entreprises se sentent seules et ils ont du mal à sortir. Typiquement, le colloque de la CAT était avant sur 2 jours consécutifs avant le Covid et au final, on se rend compte que sortir d'une boîte pendant 2 jours, c'est quand même prendre beaucoup de temps. Et même si on essaye de faire en sorte de l'organiser sur un dimanche et un lundi pour éviter d'impacter trop l'entreprise, néanmoins, le dirigeant, lui, il n'a pas ce temps-là. Et même, je dirais même, les collaborateurs n'ont plus forcément ce temps-là. On l'a réduit également, nous, sur une journée pour le coup et une soirée. Et ils attendent ça maintenant vraiment beaucoup d'une année à l'autre et s'inscrivent même avant d'avoir le programme. Donc ça, pour nous, c'est un grand succès.
Et toi, Quentin, est-ce qu'il y a d'autres formats autres que Slack qui peuvent être intéressants en B2B? Ouais, alors c'est déjà, je pense que dans les formats, il y a deux trucs différents en fait en termes de succès. C'est est-ce qu'on vise du volume ou est-ce qu'on vise du qualitatif, on va dire. C'est quoi l'objectif en gros? C'est par exemple parce que si l'objectif c'est de faire du volume, moi clairement je vais dire par exemple quand on fait des portraits de membres à l'écrit sur le forum, c'est des trucs qui marchent extrêmement bien. Si on veut faire du qualitatif, les événements, nous on fait pas mal de masterclass à Station F, on a des petits locaux là-bas, on fait des masterclass sur la finance d'entreprise pour aider les jeunes entrepreneurs à s'améliorer sur ce sujet. Ça marche très bien aussi. Mais en fait, la question, l'enjeu de fin, c'est quoi le but? Nous, aujourd'hui, chez Conto, là, c'est plus des enjeux de volume. Donc, moi, je vais dire naturellement que les formats, ce sont ceux qui sont sur le forum et sur lesquels on peut booster à mort du SEO et des campagnes SIA. Donc, des formats écrits, peu visuels, parce que ça se référence mal, le visuel, ou la vidéo. Et voilà. Donc, moi, plus des formats écrits, du coup. Bien sûr que ce format va servir à réunir nos communautés, mais bien sûr dans une spécificité du B2B. Noémie, comment on fait pour réunir une communauté B2B, une communauté de CTO qui est vrai, qui peut manquer de temps, qui est super occupée, et maintenir l'engagement? Je pense que ça revient un peu au point numéro 1 qu'on a évoqué, c'est on crée de la valeur. En fait, s'il y a de la valeur, ils vont trouver forcément un intérêt à venir. Donc, créer de la valeur, on crée des moments exclusifs, des expériences aussi. Typiquement, les tech immersions, hein. Enfin, je reprends un peu les sujets qu'on a déjà évoqués. Mais en fait, s'ils y trouvent un intérêt, ils reviendront. Ils prendront le temps, ils bloqueront ce temps-là. Et puis, nous, on a la chance d'être… Donc, nous, on existe depuis 2017. Donc, on devient un peu historique maintenant. Et on est un peu une vieille communauté désormais. Et on remarque aussi une grande fidélité. En fait, les gens sont contents de se retrouver, typiquement sur les after-work. Je pense que les gens sont contents de boire un coup ensemble. Et puis, il y a vraiment cette dynamique de groupe. Ça fait longtemps, on se connaît. Et en même temps, on propose des choses nouvelles. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Création de valeur, retrouver des gens qu'on apprécie, pouvoir partager, culture du no bullshit, on se dit les choses clairement. Culture du no bullshit et du fail aussi. Alors, on adore les anglicismes, mais on partage aussi les échecs. Ça se passe mal. Là, on parle Gen AI de partout, donc intelligence artificielle de partout. En fait, tout le monde en parle. Personne peut vraiment l'expliquer ou peut avoir des cas concrets. Donc, c'est important d'avoir des moments d'échange et des cercles de confiance où on se retrouve et on dit toi, tu fais quoi, etc. Voilà. Tu tombes bien qu'on parle de la Gen AI, puisque l'IA générative a accéléré le nombre de créations de contenu, notamment, je le vois à travers LinkedIn, et ce qui a fait, fractionner le temps d'attention, notamment en B2B. Donc, la question, c'est est-ce que l'organique, cela marche encore en 2025? Céline, est-ce que tu peux répondre? Alors, je ne sais pas si je peux réussir à répondre à cette question-là, parce qu'on en parlait encore aussi tout à l'heure en se disant que la majorité quand même finalement des contenus B2B étaient quand même assez organiques. Mais pourquoi ça serait un problème finalement de payer, de pousser un contenu en B2B? Après, sur LinkedIn, alors peut-être que je suis peut-être pas touchée, donc je sais pas si j'ai un vrai œil sur le sujet. Tu vois, je vois pas forcément beaucoup de contenu payant qui passe dans mon fil, mais peut-être que vous, si. Mais là, en fait, on enfonce un peu les portes ouvertes. Est-ce qu'il faut faire de l'organique? Est-ce qu'il faut faire du payant? On se pose la question partout, cette question-là. En fait, tu vois, je ne sais pas si c'est une vraie question, parce qu'on va faire forcément de l'organique, c'est la base même du contenu. Mais après, est-ce que mettre un peu d'argent ou pousser des campagnes, est-ce que ça devient un problème en B2B? Moi, je me pose vraiment la question, donc je te renvoie même la question parce que je n'ai pas la réponse. Et vous avez la réponse? Oui, Quentin? Moi, je pense que ça montre surtout qu'on a une grande dépendance aux plateformes social media. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que l'engagement organique qu'on avait hier n'existe plus sur les plateformes social media parce qu'ils veulent absolument tous pousser leur solution publicitaire. Donc, effectivement, elle marche bien, mais du coup, oui, il faut payer. Au bout d'un moment, surtout quand on est une entreprise où, effectivement, tous les comptes entreprises, ils vont faire en sorte que le contenu soit moins visible pour essayer de pousser des gens, des profils plus authentiques, people first, comme certains appellent ça maintenant. Donc l'engagement organique n'est pas mort, mais je pense que nous, alors je vais me permettre, je pense que chez Conto, on a pris la bonne solution, c'est qu'on a créé notre propre plateforme communautaire. On a des développeurs à temps plein dessus, on a des équipes product management, SEO pour optimiser en fait le reach de ces plateformes, et avec l'idée de fin d'influencer les LLM. Quand on pose une question, ça renvoie vers notre plateforme. Et
Et oui, là, du coup, en fait, si on se concentre sur nous, sur notre plateforme, sur notre cœur de métier, où on veut faire notre engagement communautaire, non. Mais par contre, dès qu'on veut pousser en fait ces contenus en dehors des murs de notre plateforme, là, je pense que c'est obligé. Ça, c'est des... Et toi, Noémie, est-ce que le paid dessert la constitution des communautés en B2B? Nous, on n'en a jamais fait, en fait. C'est ce que je disais, on cherche pas, on n'est pas sur un truc de croissance à tout prix, et donc de devoir payer pour que les gens nous rejoignent. Honnêtement, je suis contente de ne pas avoir à en faire, clairement. Après, l'intérêt pour moi, c'est plutôt sur une partie justement très événementielle. J'en ai peu parlé, mais nous, on organise un sommet en fin d'année, 2 jours de conférence. On a 500 personnes au Théâtre de Paris. Et là, plus peut-être sur des événements ponctuels où il y a une billetterie, il y a un enjeu. Bon, là, on peut le faire éventuellement. On l'eût fait. Les résultats n'étaient pas incroyables, mais on l'a testé. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse très satisfaisante. Vous me direz à la fin, mais je trouve que je suis plutôt team organique, et puis en se disant sur des sujets très précis, spécifiques, pourquoi pas aller sponsoriser quelques contenus. Bien sûr, une autre solution, c'est d'exploiter d'autres leviers organiques. Céline, tu as réalisé notamment un guide d'Instagram en B2B. Est-ce que les réseaux sociaux généralistes comme Instagram ou Facebook a sa place en B2B? Forcément, je vais dire oui, parce qu'on analysait avec Philippe un peu plus d'une centaine d'entreprises. Et alors, par contre, il ne faut pas chercher sur Instagram, par exemple, en B2B, de la conversion. C'est pas le but, en fait. C'est vraiment juste, je dirais majoritairement, de la visibilité, de la marque employeur. Là, c'est pareil, j'enfonce des portes ouvertes parce que vous le savez tous, on réinvente rien, là, en vrai. Ce qu'on a étudié, ça nous a paru juste évident, mais juste la valorisation de la marque, les offres de l'entreprise, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas osé diffuser sur un autre canal, là, on va se dire, on va se décontracter, on va se mettre sur Insta. J'assimile souvent Insta, c'est pour moi, tu as LinkedIn où on est plutôt costard-cravate, et tu as Instagram où on boit l'apéro et c'est un peu à l'afterwork. Et en fait, pour moi, Instagram en B2B, c'est votre afterwork du soir où vous prenez moins la tête, vous buvez un verre et puis vous parlez de manière moins formelle sur la plateforme, tout en évidemment encadrant le truc, on est d'accord. Mais du coup, c'est pour valoriser l'entreprise, la marque employeur, apporter peut-être un côté plus sympathique à l'entreprise qu'on n'aurait peut-être pas vu sur LinkedIn. Mais en soi, pour moi, oui, évidemment, en respectant les codes de la plateforme. L'idée, c'est pas de faire du chiant sur Instagram si on ne cherche pas ça. Et ça serait valable aussi sur TikTok. Justement, comme tu évoques Instagram, on voit cette hybridation du B2B et du B2C, notamment dans l'empreinte des codes de certains formats. Par exemple, je pense au selfie ou du storytelling. Est-ce que, Noémie, quel est ton avis sur cette hybridation entre le B2B et le B2C, notamment, par exemple, à travers l'incarnation des leaders d'opinion en B2B? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Pardon. Okay. Excuse-moi. Alors, quelle forme prend le leader d'opinion en B2B? Une forme, si je comprends bien, d'ambassadeur. En fait, en gros, nous, on a des ambassadeurs. Donc, est-ce qu'il y a des ambassadeurs qui s'incarnent de plus en plus dans vos écosystèmes? Ouais, clairement. En fait, toute communauté, je trouve, a ses ambassadeurs, en gros, des gens qui sont fidèles, qui vont porter aussi les valeurs de la communauté. Nous, on en a beaucoup. On a des gens très impliqués. On interagit. Donc, les 4000 personnes dont je vous parlais sont sur un Slack. Et déjà, rien que sur les canaux qu'on a, donc on a des canaux de discussion, un canal cybersécurité, un canal GenAI, etc. On a des gens, en fait, qui animent ces canaux très naturellement. Et donc, qui sont finalement nos ambassadeurs aussi, parce qu'ils portent, du coup, l'animation directement. Donc, pour moi, le leader d'opinion, ça va passer par ces ambassadeurs. Et après, je ne sais pas si tu voulais faire un lien avec les réseaux sociaux ou pas forcément. Non, pas forcément. Voilà. Du coup, oui, on a des ambassadeurs qui sont assez naturels. Et puis, il y a un cycle aussi d'ambassadeurs. Il y a des gens qui vont porter vraiment un sujet pendant un temps. Et puis, il y a un moment où ça va se renouveler. On va avoir une autre personne qui va prendre le sujet à bras le corps. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le renouvellement des ambassadeurs. Et toi, Quentin, est-ce que tu vois plus d'incarnation dans le domaine de la FinTech? Alors oui, alors encore une fois, il y a plusieurs sujets parce que pour le coup, je ne suis pas expert social media et en fait, nos initiatives communautaires, elles ont pas vocation à promouvoir Conto, mais vraiment à rester à se placer comme un acteur de l'écosystème finance. Cela est dit,
Ce que je vois par contre sur la finance d'entreprise, c'est typiquement le freelance qu'on a pris pour animer la communauté, pour animer notre forum sur la partie FinPal. Il a également un compte LinkedIn qui a plus de 20 000 abonnés, où il débunk la finance d'entreprise. Il s'appelle le Daft Punk, avec un petit jeu de mots. Hein, il fait des contenus vidéo super sympas. Franchement, je suis assez impressionné de voir qu'il y a des gens qui essaient de dépoussiérer des trucs objectivement extrêmement chiants. Et ouais, du coup, c'est intéressant de voir que effectivement le B2B s'approprie les codes, mais je pense que les codes ils sont pas appropriés parce je sais même pas si c'est une volonté au début ou si parce que maintenant il le faut parce que c'est le seul moyen de capter l'attention sur les plateformes médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, et ça je pense que c'est l'un des plus gros problèmes en B2B, c'est le temps d'attention. Il faut, comme tu disais, si tu crées pas de valeur dans l'immédiat, le drop est instantané et il n'y a pas de deuxième chance. Donc effectivement, je pense qu'avoir des formats aussi comme ça, un peu rigolos, que nous, on ne sponsorise pas, par contre, parce que lui, il fait ça de son côté. Mais on soutient les initiatives en likant ses posts avec les comptes officiels Conto et tout. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, par contre, se développer dans des verticales métiers où je ne pensais pas ça possible, objectivement. Céline, toi qui es présente sur Instagram, est-ce une bonne nouvelle, cette hybridation entre le B2B et le B2C sur les communautés B2B? Vis-à-vis de LinkedIn, par exemple, de voir des contenus qui sont plus Instagram sur LinkedIn ou par exemple. Ouais. Bah, en fait, Quentin l'a dit, le format il s'est démocratisé. Maintenant, la porosité entre les plateformes, elle existe de moins en moins. Après, est-ce qu'il faut finir sur LinkedIn en train de danser pour pouvoir vendre une solution? Je ne suis pas sûre qu'on peut aller jusque-là, mais ça s'est vachement démocratisé, ce qui a peut-être permis aussi à certains qui n'osaient pas prendre la parole, finalement parce qu'ils se disaient trop sérieux, parce qu'ils avaient peur de se prendre un râteau. Ben, en fait, certaines personnes vont se lancer et oser faire des choses. Moi, j'avoue, si tu me poses la question par rapport aux vidéos que je postais avant et celles que je poste maintenant, je me suis quand même moi-même demandé si, est-ce que je vais oser poster cette fameuse vidéo où je suis un peu plus décontractée, où je vais citer la vidéo qu'on a fait hier. Je me suis dit, est-ce que c'est un contenu? Je l'aurais jamais mis il y a 2 ans sur LinkedIn. Et maintenant, finalement, vu ce qu'on voit, et peut-être parce que aussi tout le monde s'est un peu décontracté, on peut se permettre, toi-même, tu postes certaines vidéos, peut-être pas forcément toujours sur LinkedIn, mais celles que je vois sur Insta et TikTok ont potentiellement leur place sur LinkedIn. Après, on n'est pas obligé de partir dans on n'est pas obligé de partir dans des contenus pathos, dans du selfie à mort et du truc auto-centré. Si ça sert la cause de l'entreprise, si c'est en alignement avec le dirigeant de l'entreprise, moi, je ne vois pas où est le problème. Après, j'ai pas forcément envie de voir tout le monde avec leur chat et leur chien sur LinkedIn pour me raconter leur life, quoi. C'est pas le sujet pour moi. Alors, naturellement, on le voit, donc une hausse d'incarnation, l'arrivée dans l'intelligence artificielle. Et donc, il y a pas mal de défis qui vont se rencontrer des communautés en B2B. Comment vous voyez le futur de ces communautés? Noémie, as-tu un avis sur cette question? Justement, moi, je pense qu'il se passe beaucoup de choses là. Enfin, je sais pas si vous le ressentez, ça. Si vous avez des communautés, vous aussi, si vous avez des communautés, il y a plein d'événements partout. Je trouve qu'il y a un espèce de truc sursollicité. Et du coup, je pense qu'on va arriver, enfin, ma conviction, mais futur très proche, c'est-à-dire 2025, à moins d'événements, des événements plus quali, enfin, voilà, moins de quantité, plus de qualité, revenir peut-être sur des petits formats aussi, là où avant c'était justement gros format, faut qu'on soit hyper nombreux, etc. Je pense que les choses un peu plus petits comités, ça a de la valeur et c'est en train de le reprouver et qu'on va revenir à ces modèles-là. Et puis après, que vous dire, non, après j'ai pas ma boule de cristal sur moi, donc je peux pas, je sais pas, on verra, mais je pense qu'il va y avoir aussi, on parlait de valeur ajoutée, je pense que justement l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir vraiment de la valeur ajoutée, enfin peut-être d'automatiser 2-3 choses et puis nous de nous focaliser vraiment sur l'humain, sur l'écoute et sur les membres de nos communautés. Oui. Quentin, est-ce que pour toi, il y aura plus de dark social, donc c'est arriver à avoir plus de communautés privées d'ici ces prochaines années? De communautés privées. Alors moi, je suis désolé, mais j'y crois pas vraiment aux communautés privées. Ça, c'est ma conviction parce qu'en fait, chez nous, je pense qu'on est
la communauté, je vois ça comme un asset stratégique aussi. Et en gros, aujourd'hui, on sait que encore une fois, les LLM et les moteurs de recherche mettent vraiment l'accent sur les contenus générés par les utilisateurs. Par exemple, Reddit. Tout simplement, Reddit cartonne dans les résultats de recherche parce qu'il y a eu un partenariat, si je ne dis pas de bêtises, avec eux, pas avec Google. Et en gros, moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de faire comprendre que Community, c'est le nouvel inbound marketing, en gros, mais plus réaliste, enfin plus réel, en fait, vraiment connecté aux gens parce que c'est des personnes, des vraies personnes qui parlent, c'est plus des marques qui parlent, que c'est des personnes, et que c'est comme ça, en fait, qu'on va réussir à, par exemple, s'intégrer, encore une fois, c'est un mot que j'utilise beaucoup, désolé, mais s'intégrer dans les écosystèmes qu'on cherche à obtenir avec la marque, enfin avec l'entreprise. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, c'est de voir, encore une fois, la communauté comme un asset stratégique, au même titre qu'un blog, au même titre qu'une grosse campagne média, et vraiment de le considérer comme ça, avec des vrais objectifs de volume, que ce soit de la Search Console Google ou du volume de l'impression. Et après, pourquoi pas de la conversion, même si je pense que c'est plus des très hautes funnels, la communauté. Mais voilà, je pense qu'on va avoir quelques discussions quand même sur comment on peut redescendre un peu sur des objectifs plus de considération. Ça nous attend au tournant. Enfin, chez nous, en tout cas, ça nous attend au tournant. Et toi, Céline, est-ce que tu vois finalement, est-ce que le modèle, par exemple, est-ce que LinkedIn va continuer à perdurer ou est-ce qu'il y aura d'autres réseaux sociaux qui vont prendre le relais de ces communautés B2B? Je pense que ça ne sera pas un réseau social. Alors pour le coup, je dis pas que je suis mitigée par rapport à ce que vous dites, et c'est hyper intéressant d'ailleurs d'avoir ton point de vue, Quentin, je trouve. Mais moi, je pense qu'il y aura de plus en plus de communautés. J'ai l'impression que c'est un peu l'Eldorado aujourd'hui, justement à cause des algorithmes, des plateformes où clairement on en a ras-le-bol de se tomber sur des contenus qui nous intéressent pas, ou les fameux likes pour essayer de pousser. Là, on a les pods, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même pas mal de pods sur LinkedIn, pour ceux qui le voient passer, alors qu'on disait que ça n'existait plus. L'IA qui intervient aussi. Donc finalement, les gens vont être en saturation, je pense, sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils vont vouloir de plus en plus être dans un cocon où on ne se posera pas la question de qu'est-ce qui a été liké, ou est-ce que je suis bien sur la vidéo, est-ce qu'on s'en foutra, on veut le contenu. En fait, c'est qu'est-ce qui va intéresser vraiment la communauté, mon centre d'intérêt, qu'est-ce que ça va m'apporter comme valeur, c'est ce qu'a dit très bien Noémie aussi. Mais en fait, moi, je pense qu'il y aura quand même toujours des communautés, mais très nichées. J'en ai vu, moi, j'aurais jamais imaginé que ce genre de communauté existait sur l'élevage, avec des agriculteurs, sur le géolide. Enfin, c'est hallucinant quand même de voir qu'il y a des communautés. Alors moi, je suis pas intéressée, je suis pas dans la cible, mais finalement, si eux, ça leur sert, et peu importe le format, ça rejoint la question des départs, ben en fait, moi, je pense qu'il y aura vraiment un détachement aussi des plateformes où on poussera pour recruter peut-être pour les communautés, ce que vous faites déjà très bien, mais on voudra être un peu plus dans un cocon tranquille et en sécurité. C'est surtout ça, je pense, surtout en sécurité et safe. Super. Merci pour ces échanges instructifs. Et puis, voilà, n'hésitez pas à connecter avec ces personnes-là et leur compte LinkedIn. Et puis, je laisse la place à, du coup, à Yeva pour sa keynote. Merci beaucoup.